Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter donc Bleu Saphir, le tome 2 de Rouge Ruby, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam et écrit par Kerstin G. Alors c'est une sublime couverture pour ce tome 2 et un véritable bijou à l'intérieur, même si je me rends compte qu'en fait, après avoir recommencé plusieurs fois la vidéo, c'est très dur de vous parler de ce livre parce que c'est une véritable continuité entre le tome 1 et le tome 2. Donc, comme dans le tome 1, on a un petit peu le même schéma, on a un prologue et un épilogue avec Lucy et Paul, et au milieu, donc, l'histoire avec Gwendoline et Gideon. Donc, on reprend donc avec un prologue avec Lucy et Paul qui sont quand même des personnages importants, mais dont on ne sait pas grand-chose au final. Et on va reprendre, donc on quittait Gwendoline et Gideon qui avaient fui une attaque dans le tome 1 et qui s'étaient réfugiés dans le confessionnal d'une église où ils s'étaient embrassés. Et moi, je vais vous dire, quand ils se sont embrassés, je me suis dit, oh, je me suis pas dit, oh là là, je me suis dit, ah, Gideon, il fait ça pour manipuler Gwendoline, puisque Gwendoline était un petit peu en extase devant Gideon. Je me suis dit ça. Donc, on reprend avec le tome 2. Donc, on retrouve Gwendoline et Gideon dans leur confessionnal après s'être embrassés. Donc, c'est à la fin du baiser, en fait, qu'on les retrouve. Et après, c'est là que ça devient compliqué de vous parler de l'histoire, parce que ça va s'enchaîner. Donc, l'histoire va se dérouler un petit peu avec l'histoire d'amour entre Gwendoline et Gideon qui va prendre une grande place. Et donc, les petits indices qu'on va avoir sur le pourquoi du comment de Lucy, pourquoi Lucy et Paul ont volé le chronographe, pourquoi ils ne veulent surtout pas le fermer. Un petit peu plus sur la prophétie qui entoure Gwendoline, qui entoure un petit peu ses voyageurs dans le temps. On va découvrir de nouveaux personnages, on va avoir des indices, mais aucune révélation. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à me dire que dans le prochain tome, c'est fini, parce que là, on n'a rien. On n'a rien à se mettre sous la dent. On n'a que des indices et on n'a aucune réponse, et c'est très 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 frustrant. Franchement, c'est juste super frustrant. Mais c'est vraiment un tome génialissime, ça se lit comme ça. On va découvrir notamment un nouveau personnage, donc Xemerius. Xemerius, c'est un petit démon qui va surprendre Gwendoline et Gideon en train de s'embrasser dans le confessionnal. Donc, démon que Gideon ne peut pas voir, mais que Gwendoline peut voir. Et Xemerius va se rendre compte que Gwendoline peut la voir. Bon gré mal gré, il va décider... contre le gré, de Gwendoline, il va décider de coller la jeune fille. Et en fait, moi, je me suis un petit peu méfiée de lui, parce que c'était un démon, et il va avoir un rôle important, plutôt une sorte d'informateur dans le roman. Et je me suis vraiment attachée à ce petit démon, qui est un peu casse-pied, mais vraiment attachant, quoi. Au niveau des personnages, sinon, donc on va en découvrir d'autres, mais c'est celui le plus important, il me semble. Parmi ceux qu'on connaissait déjà, on va approfondir un petit peu plus Gideon. Alors, Gideon, moi, je l'aimais absolument pas dans le premier tome. Et dans ce second tome, je passe de la pitié à... Enfin, je le déteste par moments, il y en a d'autres, j'ai pitié de lui, et au final, on ne sait pas trop quoi penser de lui, parce que on ne sait pas. Enfin, moi, je me suis vraiment posé la question sur la sincérité de ses sentiments envers Gwendoline. Donc, à la fin du livre, on a un semblant de réponse, si oui ou non il est sincère. Mais il est vraiment très lunatique. Donc, c'est un jour, comme dans le confessionnal, il saute sur Gwendoline pour l'embrasser. Le lendemain, il va la bouder. Le lendemain, il va l'embrasser. Le lendemain, il va la bouder. Ou des fois, c'est carrément d'heures. Il y a une heure, il l'embrasse. L'heure d'après, il la boude. Bon, je me suis trouvé que ce jeune homme était un peu une tête à claque. Bref, Gideon, je sais pas vraiment si je l'aime ou si je l'aime pas, mais c'est un personnage vraiment important. Au final, je me suis attachée à lui, mais envers sa relation avec Gwendoline, voilà, je suis pas sûre d'être vraiment pour, parce que Gwendoline, elle est vraiment en extase devant Gideon. Elle ferait vraiment n'importe quoi ou presque, mais en même temps, elle a son caractère et elle en a plutôt marre aussi d'être là à pas savoir. Enfin, il y en a un jour, il la boude, le lendemain, il l'embrasse. Elle sait pas trop, mais en même temps, elle lui pardonne tout. Donc voilà, Gwendoline, elle, en fait, elle change pas trop dans le livre. Elle est fidèle vraiment à elle-même. Elle a un sacré caractère, mais en même temps, elle est toujours perdue dans cet univers dont elle comprend rien, elle connaît rien, et dont on attend quelque chose d'elle, qu'elle est impossible de donner, puisque c'est Charlotte, en fait, qui a reçu la formation, comme vous le savez.
Et donc elle, on attend la même chose que Charlotte. Bah oui, mais c'est bien gentil, mais elle ne sait rien. Et voilà, donc elle va tenter de se révolter, et enfin bref, elle est vraiment perdue dans cet univers. Il y a un autre personnage qu'on va aussi revoir, c'est le comte de Saint-Germain. Comte de Saint-Germain qui avait été absolument antipathique dans le premier tome, alors je l'avais détesté. Et dans ce second tome, je me pose des questions. Je ne sais pas s'il est perfide ou manipulateur, ou si joue le rôle de l'oncle bienveillant qui dit la vérité, même si elle est mal, même si ça fait mal, mais qui dit la vérité. Comme en fait on va le voir un petit peu plutôt vers la fin du livre, il va se passer quelque chose après, vous allez voir. Je vais surtout pas vous spoiler, mais moi je l'avoue que je penche un petit peu plus vers le perfide et manipulateur, mais on voit bien que l'auteur a envie de nous semer le doute sur ce personnage. Et puis surtout, on ne sait pas pourquoi Lucie et Paul refusent de fermer le chronographe, pourquoi ils font tout pour pas que ça arrive. Et à la fin du livre, on nous dit qu'en fait, dans le livre, il y a une raison. En fait, on va nous dire, en gros, la raison, c'est qu'ils ont découvert quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'ils ont découvert. Et donc à la fin donc le prochain tome, en fait, la fin du livre nous laisse présager qu'on va savoir au prochain tome. Bah, il va bien falloir, puisque c'est le dernier tome. Mais voilà. Après, je sais pas, on sait pas trop s'il faut plutôt écouter Lucie et Paul ou les veilleurs, on sait pas trop, puisqu'au final, personne ne sait vraiment ce qui va se passer quand on va fermer le chronographe. Et c'est pour ça que, voilà, il y a des secrets, il y a plein de choses, et franchement, si vous avez adoré le tome 1, bah, courez voir le tome 2, lire le tome 2, c'est un régal. Un véritable régal. Deux défauts. J'ai pas vraiment de défauts, sauf que j'ai trouvé qu'en fait, le chronographe était pas vraiment au cœur de l'action. Si vous voulez, là, c'est plutôt les voyages dans le temps qui sont au cœur de l'action, et je veux dire, par exemple, il y a le futur de Gwendoline, par exemple, ce que Gwendoline ferait dans le futur, qui va se répartir à ce moment-là. Donc en fait, Gwendoline ne sait pas encore ce qu'elle va faire dans le futur, mais déjà il y a des retombées. Donc c'est un petit peu compliqué. Parfois je me dis, oh là là, c'est compliqué tout ça. Et en même temps, c'est pas du tout un point négatif. Au contraire, je trouve ça vachement intéressant, mais c'est surtout ça qui est mis en avant, et le fait de collecter le sang pour le chronographe est plutôt mis en arrière. Voilà, donc vraiment un superbe coup de cœur, et j'ai le tome 3 dans ma palle, j'ai quelques SP à lire, et après je dévore le tome 3 pour connaître la fin. Franchement, ça cartonne. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une future book review. Bisous bisous.